Très bien. Juste, en fait, pour revenir donc à la question de votre confrère la dernière fois, concernant donc la dernière paragraphe, le E, en fait, là, quand on a parlé de la révision de la valeur résiduelle, d'accord? Quand on a parlé de la révision de la valeur résiduelle. Et en fait, on est en train de parler de l'amortissement, de la base de l'amortissement. Il a dit, en fait, que la base de l'amortissement, donc ça a été. Voilà. Donc, je reviens à ça. Voilà. Donc, on a dit que la base de l'amortissement, c'est le coût de l'actif moins la valeur résiduelle. D'accord? Donc, on était en train de faire donc, un exercice et on a dit que la valeur résiduelle peut être aussi révisée au cours de la vie du produit. D'accord? Et donc, on a vu qu'est-ce qu'on devrait faire donc, lorsque la valeur résiduelle change. Et on a dit, on a montré qu'on devrait calculer chaque fois donc la nouvelle base de l'amortissement et par conséquent, calculer l'amortissement sur la période restante. Donc, on faisait donc cet exercice-là. Donc, on est arrivé, donc on a fait le partie A, donc on a déterminé l'amortissement de la première année. Donc, il s'agit de la valeur brute, de la valeur donc, brute de l'immobilisation moins la valeur résiduelle qui était 500, et on a divisé sur la période restante qui était 900. Et par la suite, N plus 1, la valeur résiduelle donc, a été réestimée à 600. Donc, il était à 500, il devient à 600. Donc, comment on calcule donc l'amortissement? Donc, c'est la valeur brute moins l'amortissement déjà déduit à l'année N, qui est 900, et on déduit aussi la valeur résiduelle, la nouvelle valeur résiduelle 600. Et le reste qu'on va trouver, on va diviser sur la période restante, c'est-à-dire sur les 4 ans. Par la suite, la valeur résiduelle aussi a été encore révisée et estimée donc au 31-12, l'année N plus 2. Et donc, on fera pour 400 dinars, et on fera donc la même chose. Donc, valeur brute, 5000, moins l'amortissement de l'année N, plus l'amortissement de l'année N plus 1, plus la valeur résiduelle à l'année N plus 1. On divise pour la période restante qui est 3. Donc, on trouvera 9,41. Par la suite, la durée d'utilisation est prolongée de 2 ans. Donc, de 2 ans, donc la valeur résiduelle est estimée à 200. Donc, on a recalculé donc l'amortissement, donc qui est donc le 5000 moins donc l'amortissement de l'année N plus l'amortissement de l'année N plus 1 plus l'amortissement de l'année N plus 2 plus la valeur résiduelle qui reste. Et donc, tout ça, on va diviser sur la période restante qui est 4 ans. Et donc, on trouvera 5,21. D'accord? Donc, si en fait on va schématiser, donc comment on va écrire, donc, donc l'amortissement, il est calculé de cette façon. Donc, on a l'année N, on a eu donc 900, l'année N plus 1, 875, N plus 2, ça a été 941, et par la suite, les 4 dernières années, de N plus 3 jusqu'au N plus 6, ça a été 521. Et donc, si on cumule la totalité, on trouvera le total de l'amortissement, il est de 4800. Et la valeur résiduelle, la dernière, ça a été à l'année N plus 3, comme vous le savez, ça a été révisé à 200. Donc, on prendra la dernière valeur. Et donc, la valeur résiduelle qui est 200 plus le cumul de l'amortissement, ça va nous donner les 5000. Les 5000 qui est la valeur de base de l'année, donc de la valeur de base de l'immobilisation. D'accord? Donc, la question de votre confrère, ça a été pourquoi on a dit au 31-12-2006 la valeur résiduelle qui a été réestimée à 550, et sachant que le 31-12, c'est la fin de l'amortissement de l'immobilisation, donc c'est plus amortissable. Donc, c'est déjà le dernier exercice d'amortissement, c'est 2006, c'est N plus 6, et on en parle le 31-12-2006. La valeur, donc, normalement, de l'immobilisation, ça va être 0. Donc, la valeur comptable était donc de 5,21. On a dit qu'aucun amortissement ni reprise ne sont constatés au titre de l'exercice, donc de l'exercice N plus 2. En fait, au niveau de l'exercice N, au niveau de l'exercice N, en fait, il aura 5,21. Donc, il aura 5,21 d'amortissement donc sur 21 en fait, pour arriver à accumuler les 4800 et avoir, en fait, à plus la valeur résiduelle, on trouvera donc les 8000. Mais pourquoi, en fait, au 31-12, même si la valeur résiduelle, elle a changé? Parce que au 31-12 N plus 6, la valeur résiduelle est devenue 560. 560, ça, c'est au moment où l'immobilisation est totalement amortie.
Et donc, il n'y a plus d'amortissement à constater. Donc, parce qu'il est totalement amorti. Et là, comment on peut le comprendre? On va le comprendre si on fera une opération de scission. En fait, la valeur résiduelle sur n plus 6, c'est-à-dire les 550, qu'est-ce qu'elle a l'impact? Elle a l'impact sur la détermination du résultat de cette opération de scission. En fait, si on va faire une scission de cette immobilisation au 31-12 de n plus 6, comment on va faire? Donc, on a encaissé les 560, qui est la valeur résiduelle. En fait, par la suite, on va annuler le total de l'amortissement, donc qui est le 4800. On va annuler la valeur brute de l'immobilisation, qui est 5000. Et donc, on trouvera, si on fait total débit, total crédit, on trouvera qu'on devra saisir aussi donc, un produit net sur cession de 350. C'est-à-dire, on aura un produit de cette opération de vente, il y aura cette opération de cession, il y aura un résultat qui va être dégagé, qui est le produit net sur cession. Donc, est-ce que c'est clair donc, pour ce point-là avant de passer aux autres points? C'est bon, hein? Très bien, excellent. Donc, la dernière fois, on s'est arrêté donc, à la réévaluation. Voilà, voilà. On s'est arrêté là, donc on va continuer à partir de ce point-là. On va continuer avec la réévaluation. Donc, la réévaluation. Donc, pourquoi la réévaluation elle a été traitée dans cette norme-là? Tout ça, en fait, ça a été dans un objectif de refléter l'image réelle et la situation réelle de l'entreprise. Parce qu'une entreprise, en fait, avec le principe qui s'appelle en fait le principe de prudence et le principe de coût historique, l'entreprise, elle était obligée d'afficher ses actifs, surtout ses immobilisations, avec la valeur historique. C'est-à-dire, par exemple, si on a déjà acheté un terrain, ça fait maintenant 10 ans qu'on l'a acheté pour 100 000 euros et qu'il vaut actuellement 500 000 euros après 10 ans. Au niveau de la comptabilité, et en se basant sur le principe de prudence et sur le principe de coût historique, l'entreprise devrait afficher dans ses états financiers ce terrain-là pour 100 000. D'accord? Et là, en fait, la nouvelle norme internationale est intervenue pour, dans un objectif de refléter la situation réelle de la société. Elle a adopté, donc, elle a ajouté donc, une option qu'on appelle la réévaluation pour permettre aux entreprises d'afficher ces immobilisations à leur juste valeur. D'accord? C'est-à-dire à la valeur du marché. Et donc, ça a été vraiment une réévolution donc côté comptabilité. Et, mais en fait, ça a été toujours, donc, il y avait toujours en fait des contraintes volet fiscal. Donc, et même la fiscalité, quand elle a suivi en fait l'opération de réévaluation, elle a mis énormément de conditions. D'accord? Là, en fait, on ne va pas voir le volet fiscal maintenant, mais on va voir le volet comptable et on va voir quelles sont les conditions et comment cette réévaluation elle est réalisée. Par la suite, en fait, c'est bon. Maintenant, on est d'accord sur la nécessité de faire une réévaluation de nos immobilisations et c'est pas normal de garder que ces immobilisations ils apparaissent encore dans nos états financiers avec la valeur historique. Mais en fait, une problématique qui surgit, c'est en fait la différence entre la valeur historique et la nouvelle valeur. C'est-à-dire, comme on a dit, par exemple, un terrain, dont le coût historique, ça a été 100 000 euros, et la valeur de réévaluation, maintenant, il est de 500. Et donc, entre le 100 000 et 500 000, il y en a 4 000 euros. Donc, la problématique qui surgit, comment il faut traiter ces 400 000 euros de différence? Ces 400 000 euros de plus-value de réévaluation, comment doit être traité? Est-ce que ces 400 000 vont toucher le résultat de l'exercice? Est-ce qu'on va les constater en produit de l'exercice? Ou bien, comment il faut faire? D'accord? Et donc, la norme, elle a répondu donc, à cette question-là et on va voir tout de suite la réponse de cette norme
et les conditions de la réévaluation. Dans la réévaluation de l'immobilisation, donc on va voir tout d'abord, on va commencer par le concept de réévaluation. On va voir par la suite les conditions de la réévaluation et on va voir l'impact de la réévaluation sur les états financiers. Concept de réévaluation. La réévaluation consiste à ajuster. Vous voyez, en fait, on est en train de quoi? D'ajuster la valeur comptable d'une immobilisation corporelle pour la refléter à sa juste valeur au bilan. Donc, notre objectif, c'est de refléter nos immobilisations à leur juste valeur. D'accord? Ce processus est utilisé pour montrer la valeur actuelle de l'actif lorsque celle-ci diffère significativement de sa valeur comptable. L'importance de la réévaluation est lorsque la valeur actualisée, la juste valeur de telle immobilisation, diffère énormément de la valeur au niveau de la valeur d'immobilisation au niveau de la comptabilité. Exemple pratique, une réévaluation d'un terrain dont la valeur de marché a augmenté significativement depuis son acquisition. La valeur nette comptable après réévaluation est égale à sa juste valeur. La valeur nette comptable après la réévaluation est égale à la juste valeur. Et on va faire des exercices pour mieux comprendre ça. D'accord? En fait, mais juste souvenez-vous de cette formule. Et par la suite, on a dit que la valeur nette comptable après réévaluation est égale à la valeur brute après réévaluation moins amortissement après réévaluation. La valeur nette comptable d'une mobilisation est toujours valeur brute moins amortissement. Mais là, qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté après réévaluation. Donc, on va appliquer la même formule, mais juste on va ajouter la notion après réévaluation. Donc, on a dit la valeur brute d'une mobilisation est égale à la valeur nette comptable d'une mobilisation égale à sa valeur brute moins cumul amortissement. Là, on va parler de la valeur brute comptable après réévaluation. Et donc, on va parler de valeur brute après réévaluation et on va parler d'amortissement après réévaluation. On va faire l'exercice, comme ça vous allez mieux comprendre. D'accord? On va voir maintenant les conditions de réévaluation. Donc, la réévaluation doit être effectuée régulièrement. Et régulièrement, pourquoi? En fait, pour ne pas en avoir une incidence significative. Donc, chaque fois qu'on voit vraiment donc, la valeur, la juste valeur, elle commence à différer, en fait, il s'écarte de la valeur comptable, donc on doit penser à la réévaluation. D'accord? Et pour ne pas avoir en fait des opérations de réévaluation avec des valeurs très importantes, sauf la première réévaluation. Donc, elle doit être effectuée régulièrement pour s'assurer que la valeur comptable ne diffère pas significativement de la juste valeur à la date de bilan. Elle doit être systématique pour toutes les catégories d'actifs. Donc, ça, c'est au niveau de la comptabilité. Si on va voir au niveau de la fiscalité, on va voir d'autres choses. Donc, la réévaluation, là, d'après la norme comptable, ça touche tous les éléments, toutes les catégories d'actifs. Essentiellement, ce sont en fait les immobilisations. Exemple, la réévaluation de tous les terrains et bâtiments en cas de fluctuation significative du marché. D'accord? Et donc, quand on fait la réévaluation, on doit faire pour tous les éléments, pour toutes les catégories de notre actif, c'est-à-dire l'actif immobilisé. L'impact sur les états financiers. Voilà. Ça, c'est la réponse à la question que j'ai posée, ou la problématique que j'ai posée, en disant que la différence entre la valeur, la juste valeur actuelle, c'est-à-dire les 500 000 qu'on a parlé, et la valeur et le coût historique, le 100 000, c'est-à-dire une différence de 400 000, est-ce que cette différence va toucher le résultat de l'exercice ou quoi? Donc, la réponse est là. Augmentation de la valeur. Donc, en cas d'augmentation de valeur. Là, en fait, juste une petite parenthèse, quand on parle, c'est vrai que la réévaluation, en général, on trouvera toujours des augmentations de valeur, en général. Mais c'est possible aussi que la réévaluation, elle donne une diminution de valeur. D'accord? Diminution de valeur, c'est-à-dire peut-être donc après une révision, que la valeur elle a baissé. Par exemple, la valeur historique elle a été de 100, par la suite la réévaluation a été de 500, et une année après, donc on a baissé cette réévaluation à 400. D'accord?
Donc, en cas d'augmentation de la valeur, si là on parle de la valeur, de la juste valeur par rapport à la valeur historique. Donc, si la juste valeur est supérieure à la valeur comptable, la différence est créditée directement en capitaux propres sous forme de réserve de réévaluation. Et voici la réponse. Donc, la norme, elle nous dit, si vous trouvez donc une réserve, un plus-value de réévaluation, ce plus-value-là, vous ne devez pas le constater en résultat, c'est-à-dire en compte de produit, mais plutôt vous devez le constater en capitaux propres dans un compte spécial qui s'appelle réserve de réévaluation. D'accord? Maintenant, diminution de valeur. Si la juste valeur est inférieure à la valeur comptable, la différence est d'abord imputée contre toute réserve de réévaluation existante pour l'actif, puis comptabilisée en charge si la réserve est insuffisante. Je reviens à notre exemple. Donc, à notre exemple, l'exemple initial. On a dit que, en fait, la valeur de l'immobilisation, on va faire l'exemple avec Excel, ça sera toujours mieux. On ne va pas prendre les amortissements, juste, en fait, on va, on va passer des écritures. Donc, supposons que la valeur comptable, un terrain. Supposons un terrain. Pour éviter, en fait, pourquoi j'ai fait terrain? Pour éviter les amortissements. D'accord? Donc, nous avons la valeur comptable d'un terrain, il est de 100 000. C'est dans notre cas. Supposons il est à 100 000 euros. D'accord? Là, en fait, depuis l'acquisition, supposons qu'a été, c'est l'année 2000. On est à 2022. 2022, la juste valeur, elle est de 400 000. 500 000, on a dit. 2024, la juste valeur, elle est de 400 000. D'accord? Donc, on a réévalué l'immobilisation, le terrain, et on a trouvé sa juste valeur, elle est de 400 000. Donc, la première écriture, donc, lorsqu'on a acquis le terrain, donc, par exemple, celle-là, c'est l'année 2000. D'accord? Lorsqu'on a acquis le terrain, donc, on a immobilisation, entre deux, terrain, et par exemple, fournisseur d'immobilisation. Donc, pour une valeur de 200. Pour une valeur de 100. D'accord? Ça, c'est l'année 2000. Maintenant, on est à l'année 2022. Donc, on a dit que la juste valeur de l'immobilisation est de 500. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, le terrain, on doit l'amener à 500. Il est à 100 maintenant. Qu'est-ce qu'on doit ajouter? On doit ajouter 400. D'accord? On doit ajouter les 500 moins la valeur initiale qui est 100. Donc, on va ajouter à la valeur de terrain 400. Et donc, la norme, elle nous dit, là, on va utiliser un compte 122, donc réserve de réévaluation. D'accord? Donc, on a une réserve de réévaluation. C'est un compte de capitaux propres. D'accord? Là, on va contrôler la valeur de terrain. Ça, c'est le compte terrain. D'accord? Donc, nous avons le mouvement débit et les mouvements crédit.
Donc, mouvement débit, la première, ça a été 100. Ça, c'est l'année 2000. L'année 2022, on a ajouté la valeur pour 400 000. Hein. Donc, si on fait le total. Et donc, la valeur, elle est de 500 000. Très bien. Donc, c'est la juste valeur. Maintenant, l'année 2024. L'année 2024. Il nous a dit, en fait, que la juste valeur, elle est de 400. D'accord? La juste valeur, elle est de 400. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit baisser la valeur de terrain. Donc, on va créditer maintenant le compte terrain. Créditer le compte terrain. Pour quelle valeur? En fait, c'est 400 moins 500. C'est-à-dire égal, donc 500 moins 400. 2%. Très bien. Et il nous a dit, en fait, on doit utiliser le compte de réserve de réévaluation qu'on a déjà alimenté pour la même valeur. Et donc, au niveau de la comptabilité, 2024, on a baissé la valeur pour 100 000. Et donc, ce compte-là, cumul débit, cumul crédit, solde égale. Donc, solde compte terrain, il est 400. Et donc, il est conforme à la juste valeur. À la juste valeur. Très bien. Maintenant, on va contrôler ce compte-là, réserve de réévaluation. D'accord? Donc, réserve de réévaluation, qu'est-ce qu'on a fait avec ce compte-là? Toujours débit crédit. Donc, il a été crédité l'année 2022. Donc, l'année 2022. Il a été crédité pour combien? Pour 400 000. Voilà. Et l'année 2024, en fait, je vais supposer que ça, c'est l'année 2023 plutôt. Faire une autre opération. D'accord? 2023, 2023, très bien. 2023. Donc, il a été débité en 2023 pour 100 000. D'accord? Et donc, ce compte-là, il a toujours un total de débit pour 100 000, total crédit pour 400 000. D'accord? Donc, le solde de ce compte-là, il y a un solde de 300 000. Très bien. Donc la valeur de l'immobilisation, elle est 400 000, sa juste valeur, et on a une réserve pour combien? Pour 300 000. D'accord? Ça, c'est l'année 2023. L'année 2024, maintenant. Maintenant, 2024. La juste valeur, elle est 50. La valeur, elle a chuté du terrain. La valeur, elle a chuté de terrain. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, l'année 2024, hein, donc, terrain. Donc, notre terrain actuellement, il est à quelle valeur? Il est à 400. D'accord? Donc, pour le ramener à 50, on doit le baisser de 350. Donc, égal 400 moins la valeur actuelle qui est, moins la juste valeur actuelle. D'accord. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est le compte de débit. Qu'est-ce qu'on va débiter? Donc, certainement, on va commencer par débiter le compte 122.
Mais au niveau de compte 122, combien il nous reste? Est-ce qu'il nous reste, est-ce on peut passer tout le montant dans le compte de réserve de réévaluation? On ne peut pas, parce que le compte de réserve de réévaluation, elle a un solde maintenant de 300 000. Et donc, on doit passer juste ce montant-là, 300 000. D'accord? Et donc là, c'est 2024. Combien on a passé? Égale 300 000. Hein? Donc, égale 300 000. Mais aussi là, en fait, 2024. On a baissé la valeur de l'immobilisation pour 350. D'accord. Donc, voici. En fait, la valeur de terrain, maintenant, elle est de 50. Et la valeur et le compte réserve de réévaluation, elle est soldée. D'accord? Donc, ça, en fait, on a baissé pour 350. La réserve, on doit la baisser de façon. Voilà. Mais qu'est-ce qui nous reste, en fait, si on fait le total débit et le total de crédit, on a une différence de combien? De 50. De 50 à débiter. Donc, on doit ajouter un autre compte ici pour équilibrer cette écriture. Et ça sera quoi, ça? En fait, ça sera un compte de charge. Donc, donc qui s'appelle, en fait, euh, charge nette, nette sur session. D'accord? Pour quelle valeur? Pour les 5 000, les 50 000. Pour que l'écriture soit équilibrée. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, au début, on avait un terrain pour 100 000. Par la suite, on l'a réévalué à 400 000, donc à 500 000. Donc, on a ajouté 400 000 pour passer à 200 000 à 500 000. De là, voilà, ici. On a fait une réévaluation, donc pour 400. L'année 2023, donc, on a baissé la valeur pour 400 000. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On a baissé la valeur de terrain pour 100 000. Et jusqu'à cette date-là, en fait, la réserve de réévaluation, elle contient un solde de 300. L'année 2024, il y avait une chute de valeur. En fait, il a baissé jusqu'à 50. Et donc, de 400, on doit baisser jusqu'à 50. C'est qu'on a perdu 350 000. Donc, terrain, il est 350 000. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, cette baisse, en cas de baisse, qu'est-ce qu'on doit faire? En cas de baisse, la norme, elle nous dit, tout d'abord, vous devez absorber la réserve de réévaluation déjà constatée, déjà constituée. Donc, nous avons constitué une réserve de réévaluation de combien? De 300 000. Et elle nous dit, en fait, si cette réserve ne suffit pas, en ce moment-là, vous devez, le reste va être imputé sur le compte de charge. Et en fait, c'est pourquoi on a utilisé un compte, ce compte-là, le compte 60, compte 6, c'est-à-dire charge nette sur session pour passer les 50 000. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est clair?
Mais moi, j'ai une question qui me trotte à l'esprit là. Je me suis demandé Oui, pourquoi lorsque le terrain a perdu de la valeur en 2024, oui. euh, enfin que ce soit en 2020, au moment, à chaque fois où il a perdu de la valeur, pourquoi on l'a pas tout simplement déprécié en fait? Si, on a déprécié, on Ah, a baissé la valeur, on a crédité le compte terrain. Vous voyez, en 2023, donc la valeur, elle a été, on va suivre là, la valeur, elle était 100. Elle est passée à 500. Donc là, une réévaluation. Donc on a augmenté la valeur. Pour combien, en fait, on doit augmenter? Pour 100 000. C'est-à-dire, si je fais ce calcul-là, ça, moins celui d'avant. D'accord? Voilà. Voilà. Pour passer donc de 100, qui est 2000, à 500 000, qui est 2022, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté 400 000 au terrain. Donc voici le compte de terrain. On l'a ajouté pour 400 000. D'accord? Et la norme, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, vous ne devez pas toucher le résultat. C'est-à-dire, vous ne devez pas constater un compte de produit, mais vous devez loger ces 400 000 dans un compte de réserve, qu'on appelle réserve de réévaluation. Et donc, ce qu'on a fait, nous, en fait, on a crédité ce compte de capitaux propres. D'accord? Par la suite, l'année 2023, la valeur de terrain, elle a baissé de 100. Donc, on doit baisser la valeur de terrain pour 100. Et voici ce qu'on a fait. Donc, on a fait terrain, on a crédité le compte terrain pour 100. Et cette baisse-là, la norme, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous devez imputer cette baisse-là, non pas sur le résultat, mais sur les réserves des réévaluations déjà constituées. Et nous, en fait, on a constitué une réserve pour 400. Et donc, on va épuiser les 100 sur cette réserve de réévaluation. Et donc, après cette opération de 2023, le compte de réserve, elle a passé de 400 à 300 000. D'accord? L'année 2024, le terrain elle a perdu de valeur de 350 000. Et donc, on a passé cette écriture de terrain, on a baissé la valeur de terrain pour 350 000. Et là, les 350 000, par quoi en fait on doit les compenser? La norme, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit tout d'abord, vous devez encore épuiser sur la réserve si vous disposez encore de compte de réserve. Dans notre cas, nous avons la réserve, elle a été de 400, puis elle a baissé de 100, donc on a passé à 300, donc il ne nous restait que 300. Et donc, la première des choses qu'on va débiter, c'est-à-dire on va imputer une partie de cette dépréciation sur le réserve de révaluation qui est 500. Et la norme, qu'est-ce qu'elle nous dit? Si en fait la réserve de révaluation ne suffit pas, en ce moment-là, vous devez constater la différence dans un compte de charge. Et tout ce qu'on a fait, nous, en fait, on a constaté les 50 000 de différence entre la baisse de terrain et le solde de réserve de réévaluation dans le compte de charge, charge nette sur session de mobilisation. D'accord? Est-ce que c'est clair maintenant? oui, c'est bon. Excellent. Très bien. Mm. En fait, je vais prendre cet exemple-là et je vais le mettre dans notre slide. Donc, je reviens là, en fait. Ce que nous avons appliqué cette règle-là. Elle nous dit, en fait, en cas d'augmentation de valeur, si la juste valeur est supérieure à la valeur comptable, la différence est créditée directement dans le compte de capitaux propres sous forme de réserve de réévaluation. Et donc, ce que nous avons, nous, en fait, on a crédité dans un compte de réserve de réévaluation. Par la suite, en cas de diminution de valeur, donc si la juste valeur est inférieure à la valeur comptable, la différence est d'abord, donc la première des choses, imputée contre toute réserve de réévaluation existante. Et donc, ce que nous avons fait la première fois et la deuxième fois. D'accord? Mais la deuxième fois, en fait, la réserve, elle ne va pas suffire parce que le compte de réserve ne contient que 300 000 et nous avons besoin de 350 000. Donc, le reste,
Donc, elle nous dit contre toute réserve existante pour l'actif, oui, comptabiliser en charge si la réserve est insuffisante. Ce que nous avons fait là. Vu que la réserve est insuffisante, c'est-à-dire nous avons besoin de 350 et la réserve est 300 seulement, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons imputé la différence dans un compte de charge. C'est-à-dire on a appliqué à la lettre ces instructions. D'accord? Très bien. Là, en fait, on va voir les les écritures comptables suite donc, à ces opérations de réévaluation. En fait, ce sont les mêmes écritures, sauf là, en fait, on a simplifié, on a pris l'exemple de terrain, et le terrain, comme vous le savez, il n'est pas amortissable, le terrain, et donc il n'y a pas la notion d'amortissement. Mais là, on va voir en cas où, par exemple, donc, nous avons un matériel transport ou bien une autre chose, ou bien une machine qui est donc amortissable. D'accord? Donc, pour la réévaluation d'une immobilisation corporelle à une valeur supérieure, on va débiter le compte immobilisation corporelle pour le montant de l'augmentation de la valeur. Donc, on a passé de 100 à 500. Donc, la différence, c'est quoi? L'augmentation, c'est quoi? L'augmentation, elle est de 400. D'accord? Et on va créditer le compte de réserve spéciale de réévaluation et le compte d'amortissement. Ça, on va le voir dans un exemple pour le comprendre mieux en cas de réévaluation d'un bien amortissable. Et au cas où il y a une diminution, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, tout d'abord, donc, on doit donc créditer le compte immobilisation pour la partie donc, elle a baissé. Et on doit imputer cette diminution tout d'abord sur le compte de réserve de réévaluation. Et si ce compte de réserve de réévaluation ne suffit pas, c'est-à-dire au niveau de solde, la différence, la partie supplémentaire, doit être constatée dans le compte charge nette sur session d'immobilisation et autres pertes sur éléments non récurrents ou exceptionnels. D'accord? Et donc, ça, ce qu'on a vu. Maintenant, on va faire un exercice donc, pour la partie d'un bâtiment, par exemple, qui est amortissable, et on va voir en fait qu'il y aura un peu plus de difficultés par rapport à la réévaluation de terrain. Exemple. Donc, un bâtiment a été acheté en janvier de l'année N pour un montant de 300 000. Donc, le coût historique, c'est quoi? C'est 300 000. Ce bâtiment est amorti selon la méthode linéaire sur la période de 20 ans. Donc, il est amortissable sur 20 ans. À la date du 31 décembre de l'année N plus 1. Donc, à la date du 31 décembre N plus 1, c'est-à-dire après 2 ans. Parce que a été acheté janvier à l'année N. Donc, on aura l'année N et l'année N plus 1. Donc, sa juste valeur de réévaluation, c'est-à-dire, est estimée à 351 000, sans aucune réévaluation effectuée entre-temps. Donc, ça, c'est la première réévaluation. Donc, la valeur, elle est passée la valeur actuelle, la valeur actuelle, la valeur actuelle, elle est de 350 000. D'accord? La question d'enregistrer les écritures comptables pour l'année N plus 1. Je vous demande en fait de faire un peu d'attention maintenant parce qu'on va voir une petite particularité. Les amortissements cumulés, donc cumulés au 31-12 N plus 1, c'est quoi? En fait, c'est comme si on a dit qu'il y en a 2 années d'amortissement. Et donc, l'année d'amortissement, l'amortissement annuel, c'est quoi? Tant qu'il est linéaire. Donc, on a 300 000. Quand on va diviser sur 20, on aura 15 000. Et donc, 2 années d'amortissement, c'est combien? 2 années d'amortissement, c'est 30 000. D'accord? Donc, l'amortissement cumulé atteint 30 000, calculé comme suit, en fait, 300 000 sur 20 fois 2. Maintenant, on doit ajuster la valeur brute et les amortissements. Comment on doit faire ça? En fait, il nous a dit que la valeur nette comptable, en fait, la valeur nette comptable avant la réévaluation, la valeur nette comptable. C'est quoi la valeur nette comptable? En fait, on va revenir.
Donc, la valeur brute, la valeur brute, l'immobilisation, par exemple, de la construction, valeur brute, elle est de 300 000. D'accord? Amortissement annuel, il est 300 000 sur 20 ans et de 15 000. Donc, cumul amortissement de l'année des années, donc N et N plus 1. Donc, 2 années d'amortissement. Donc, 2 années d'amortissement, ça sera égal 15 000 fois 2. Donc, c'est 30 000. Valeur nette, non, valeur nette comptable. La valeur nette comptable, c'est quoi? C'est la valeur brute, donc qui est égale valeur brute moins cumul amortissement. Ça, c'est la valeur nette comptable. Donc, la valeur nette comptable, je parle de l'année N plus 1. D'accord? Donc, l'année N plus 1. Égal à quoi? Donc, égal à 300 000 moins cumul des amortissements, c'est 30 000. Très bien. Donc, la valeur nette comptable à l'année N plus 1, c'est 270 000. Et la valeur, et la juste valeur, à l'année aussi N plus 1. C'est égal, donc la juste valeur, c'est, on nous a dit, la juste valeur, elle est de 351 000. D'accord? La juste valeur, elle est 351 000. Très bien. Jusqu'à là, je pense que c'est clair. Donc, la valeur nette comptable à l'année N plus 1. Donc, valeur nette comptable, je vais mettre N plus 1. Égale valeur brute moins cumul des amortissements. Donc, on est à 260. Là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit déterminer le coefficient de réévaluation. Parce que la valeur nette comptable au niveau de la comptabilité, c'est 270. La juste valeur, c'est-à-dire au niveau de marché, il est 351. Maintenant, on va utiliser un coefficient qu'on appelle le coefficient de réévaluation. Donc, le coefficient de réévaluation est égal à quoi? Est égal la juste valeur, donc égale la juste valeur divisé par valeur nette comptable. Et donc, ça sera égal 350 divisé par 270. Donc, nous avons un coefficient de réévaluation de 1,3. Le coefficient de réévaluation, il est de 1,3. Donc, comment on a passé de 270 à 351?
comme si on a multiplié la valeur nette comptable fois 1,3. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Très bien. Là, cette colonne, c'est valeur historique, d'accord? Donc, valeur historique. Historique. Valeur de départ. Donc, coefficient de réévaluation. Donc, maintenant, qu'est-ce on va réévaluer? On va réévaluer la valeur brute et on va évaluer le cumul des amortissements. Parce qu'au niveau de la comptabilité, qu'est-ce qu'on a? On a ces deux valeurs. On n'a pas de valeur nette comptable au niveau de la comptabilité. Au niveau de la comptabilité, on a toujours la valeur brute et en dessous de la valeur brute, on a l'amortissement, le cumul des amortissements. La valeur nette comptable, c'est quelque chose qu'on calcule, mais comptablement, on n'a que la valeur brute et l'amortissement. Et donc, on ne peut pas s'arrêter à la réévaluation, enfin, on ne peut pas s'arrêter là. Et donc, on doit réévaluer la valeur brute et on doit réévaluer le cumul d'amortissement pour déterminer, pour en fait refléter cette nouvelle situation au niveau de la comptabilité, que la juste valeur, il va devenir 351 et non pas 270. Parce que maintenant, au niveau de la comptabilité, notre valeur nette comptable est 270. Maintenant, on va la passer pour 351. Donc, le coefficient de réévaluation, il est de 1,3, donc au niveau de la valeur brute, et au niveau des amortissements. D'accord? Donc, là, donc la juste valeur, on va calculer la juste valeur. Donc, la juste valeur de 300 000, on va la multiplier par le coefficient, c'est 390, et cette valeur-là, 300 000, on va la multiplier par 1,3, on va avoir 380. Très bien. Et d'ailleurs, maintenant, si on fait la valeur nette comptable, cette valeur nette comptable, on a dit la valeur nette comptable, c'est quoi? C'est la valeur brute moins cumul d'amortissement. Si on va l'appliquer, c'est-à-dire celle-là, moins celle-là, on est à 351 000. Voyez? Donc, maintenant, avec ces manœuvres, on a passé la juste valeur, on a passé la valeur nette comptable de 270 à sa juste valeur. D'accord? Mais comptablement, on touche pas la juste valeur. Comptablement, qu'est-ce qu'on touche? Comptablement, on touche la valeur brute, c'est-à-dire l'immobilisation, et on touche le cumul des amortissements. D'accord? Maintenant, comptablement, comment on va faire? Comptablement, comme on a dit, on va ajouter, on va augmenter la valeur de l'immobilisation. Donc, par exemple, là, le compte 20, donc construction. Donc, là, la réévaluation. En fait, je vais calculer la réévaluation. Donc, la différence, c'est quoi? Donc, c'est 390 moins 300. Donc, c'est 90. Et là, c'est 9000. Donc, la construction, on va l'ajouter ou on va l'augmenter 90. L'amortissement, donc 28. Amortissement. Quelle valeur? Pour les 9000. D'accord? Et la différence va être dans le compte 122
réserve de réévaluation. Et donc, comme d'habitude, nous avons total débit doit égal le total crédit. Et donc là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit passer 81 000. D'accord? Voici notre écriture comptable. Voilà. Voici notre écriture comptable. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Tout d'abord, donc on a mis les valeurs historiques, la valeur brute, les amortissements. On a calculé le cumul d'amortissement. On a déterminé par la suite la valeur nette comptable qui est 270. On l'a comparé par rapport à ses justes valeurs. On a trouvé un coefficient de réévaluation de 1,3. Maintenant, on doit ajuster la valeur brute et le cumul d'amortissement. Donc, on les a multipliés par 1,3. On a trouvé la juste valeur de la valeur brute et la juste valeur des amortissements. Et donc, la différence, c'est la réévaluation. Et nous avons passé notre écriture. On a augmenté la valeur de construction pour 90 000. On a augmenté les amortissements pour 90 000. Et la différence, on l'a constatée dans un compte de réserve de réévaluation pour les 81 000. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Excellent. Eh bien. Eh bien. Donc voilà ce que nous avons trouvé déjà nous-mêmes. Très bien. Maintenant, on va passer à autre chose, en fait, un peu particulière, et on va parler d'échange des immobilisations. Donc, on pourra acheter une immobilisation, on pourra vendre une immobilisation, et aussi on peut faire une opération d'échange des immobilisations. C'est-à-dire, nous allons donner une immobilisation et nous allons recevoir une autre immobilisation. D'accord? Là, en fait, la norme, elle fait la distinction entre deux situations. Une situation où l'opération d'échange, elle est basée sur deux éléments qui sont de nature et de valeur similaires. C'est-à-dire, je vous ai donné un matériel de transport, vous m'avez échangé par un autre matériel de transport. Donc là, c'est de même nature. Par la suite, le matériel de transport que je vous ai donné, sa juste valeur, elle est de 7 000. Et celui que vous m'avez donné, sa juste valeur, elle est de 7 000. D'accord? Donc on parle de deux biens de même nature et de valeurs similaires. Dans cette situation, la norme, elle nous dit que l'opération de change ne doit pas générer de résultat, c'est-à-dire ni des plus-values sur cette opération d'échange, ni un moins-value sur cette opération d'échange. Et ça, c'est logique. Nous avons parlé de deux matériels de transport, les deux à 7 000. D'accord? Et donc, j'ai la valeur que j'ai, sa valeur est de 7 000, et celle que j'ai reçue pour 7 000. Et donc, il n'y a pas de résultat.
Très bien. Deuxième situation qui est un peu plus compliquée que la première, la norme, elle prévoit le cas où l'échange est fait avec en fait deux éléments qui ne sont pas de même nature. Par exemple, je vous ai donné un matériel de transport, vous m'avez donné un terrain. D'accord? Donc, ils ne sont pas de même nature. Ou n'ont pas de même valeur. Je vous ai donné quelque chose pour 14 000 et vous m'avez donné quelque chose pour 10 000. D'accord? Dans cette situation, en général, lorsque les deux éléments ne sont pas de même valeur, est-ce qu'en fait vous allez accepter de recevoir quelque chose pour 10 000 et vous donner quelque chose pour 14 000? Ça, c'est impossible. C'est ce qu'on appelle un acte anormal de gestion. D'accord? Et donc, en général, cette opération de change qui se fait sur deux éléments qui n'ont pas de même valeur, elle va donner lieu à ce qu'on appelle une soulte. Une soulte, c'est quoi? C'est une somme d'argent que l'un des deux parties, il va donner à l'autre partie pour compenser la différence entre les deux justes valeurs. Exemple, je vous ai donné donc une construction pour 10 000, vous m'avez donné un matériel de transport pour 7 000 et vous m'avez donné encore 3 000 dinars, bien 3 000 euros d'espèces ou un chèque de 3 000 pour compenser en fait la différence des valeurs. Et comme ça, comme si je vous ai donné quelque chose pour 10 000 et vous m'avez donné deux choses, en fait, le matériel de transport et le chèque, et le total de ces deux constitue les 10 000. D'accord? Très bien. Donc, on parle d'échange de deux biens, soit de ne pas de même nature, soit n'ont pas de valeur similaire. Dans cette situation, la norme, elle nous dit que cette opération d'échange, elle doit dégager du résultat, c'est-à-dire un gain ou une perte. D'accord? Et le gain et la perte, en fait, par rapport à quoi? Gain et perte par rapport à la valeur, à la différence entre la valeur nette comptable, c'est-à-dire la valeur de l'immobilisation au niveau de notre comptabilité, c'est-à-dire la valeur brute moins le cumul d'amortissement, par rapport à la juste valeur qu'on a utilisée pour réaliser l'opération d'échange. On a dit que la valeur de produit que j'ai donnée pour 7 000, mais comptablement, quand je le vois, sa valeur brute, elle est de 10 000 et il a subi des amortissements pour 5 000. Donc sa valeur nette comptable au niveau de la comptabilité, c'est pour 5 000. Alors que moi, je l'ai échangé pour 7 000. Et donc ça va donner un plus-value de 2 000 parce que sa valeur comptable est 7 000 et je l'ai échangé pour 7 000. Par contre, si sa valeur brute elle est de 10 000 et l'amortissement il est pour 2 000, donc sa valeur nette comptable il est pour 8 000. Et moi, je l'ai échangé pour 7 000 seulement. Et donc, j'ai perdu 1000 dinars. D'accord? C'est ce qu'on va voir maintenant au détail. Ça, c'est juste une introduction. Introduction à l'échange d'immobilisation corporelle. L'objectif, c'est de comprendre les règles comptables spécifiques applicables à l'échange d'immobilisation corporelle selon la norme comptable relative aux immobilisations corporelles. On va voir des définitions clés. Immobilisation corporelle, c'est un actif physique et tangible destiné à être utilisé plus d'un exercice est capable de générer des avantages économiques futurs. Ça, c'est la définition générale d'immobilisation corporelle. La juste valeur, c'est le prix auquel un actif pourrait être échangé entre deux parties informées et consentantes. Conditions de reconnaissance d'un échange. Critères de comptabilisation. Un immeuble doit être comptabilisé à l'actif si des avantages économiques futurs probables lui sont associés et son coût peut être mesuré de façon fiable. Ça, en fait, les critères de reconnaissance, ça s'y rappelle sur les critères de reconnaissance d'une mobilisation corporelle. On a dit que
une immobilisation ne peut être reconnue, constatée en comptabilité, si et seulement si deux avantages soient satisfaits. Le premier avantage, deux conditions. La première des conditions, c'est que les avantages économiques futurs sont probables pour cet élément d'actif. Et la deuxième condition, que le coût peut être mesuré de manière fiable. D'accord? Principe général. La juste valeur de l'immobilisation reçue cédée est utilisée pour enregistrer les échanges. La différence entre la juste valeur de l'actif reçu et celui de cédé est ajustée par une soulte. Ça, c'est la soulte que je vous en parlais tout à l'heure en liquidité équivalent. Cas spécifique, actifs de nature différente. Et là, comme je vous ai dit, en fait, donc évaluer à la juste valeur de l'actif reçu, ajusté de la soulte éventuelle. Donc, toujours au niveau de l'entrée, c'est-à-dire l'élément qu'on va entrer dans notre comptabilité, c'est ça la problématique. Pour quelle valeur on doit faire entrer l'élément qu'on a reçu? Donc, la règle générale, c'est que pour les immobilisations, pour les éléments de nature différente ou de valeur différente, si on veut faire une opération d'échange, on doit constater l'élément reçu à sa juste valeur, à la juste valeur de bien reçu. Donc la juste valeur de bien reçu, ce sera notre point de départ de l'élément échangé. D'accord? Et plus, comme on a dit, en fait, l'ajustement par la soulte. L'actif de même nature, évalué à la valeur comptable de l'actif cédé, aucun résultat n'est reconnu. Ça, on a parlé tout à l'heure, qu'on a dit qu'il n'y a pas ni bénéfice ni perte sur l'opération d'échange de biens de même nature. Traitement comptable d'échange. Reconnaissance de gains ou de pertes. Le gain et perte résultent de l'échange d'actifs de nature différente, voilà toujours soit nature différente, soit valeur différente, sont reconnus immédiatement. Pour les actifs de même nature, les échanges de valeurs ne génèrent pas. On a dit déjà, pour les éléments de même nature ou de valeurs similaires, il n'y a pas on génère pas, l'opération d'échange ne génère pas une perte ou un gain. Là, en fait, quand est-ce qu'on considère que des biens non monétaires sont des mêmes natures? Sont de même nature, sont de même catégorie, sont de la même catégorie, remplissant les mêmes fonctionnalités de machines d'impression, par exemple, ou bien de matériel de transport, ou sont utilisés dans le même secteur d'activité, tel que l'échange d'équipements d'un ancien modèle contre un équivalent nouveau. La juste valeur rapprochée. On va faire l'exemple. Une société A échange avec une autre société B une immobilisation contre une autre immobilisation aux conditions suivantes. Immobilisation donnée par A à B. Sa valeur comptable nette chez A, elle est pour 10 000. Valeur brute, moins cumul amortissement. Sa juste valeur, elle est pour 12 000. La soulte reçue en espèces, elle est pour 4 000. D'accord? L'immobilisation donnée par B à A. La valeur comptable nette, c'est 10 000 et la juste valeur, c'est 8 000. Nous, maintenant, on va voir la comptabilité de A qui a reçu le bien B et la comptabilité de B qui a reçu le produit A, l'immobilisation A. Donc, la règle qu'on a vue, que tout d'abord, qu'est-ce qu'on va constater? Tout d'abord, on va constater l'immobilisation qu'on a reçue. D'accord? Donc, on va débiter un compte d'immobilisation. Pour quelle valeur? Pour la juste valeur de bien reçu. Par exemple, là, pour la société A, elle a reçu le produit donc B. Pour quelle valeur? Pour sa juste valeur, pour 8 000. D'accord? Donc, au niveau de l'actif, on va débiter l'immobilisation B pour 8 000. Par la suite, on va constater l'opération de soult, c'est-à-dire de l'espèce qui a été reçue ou bien qui a été donnée. D'accord? Donc, soult reçu en l'espèce par A, donc 4 000. Donc, on va débiter un compte de trésorerie pour 4 000. Très bien.
Jusqu'à là, on est bon. Par la suite, on va constater l'opération de sortie de l'immobilisation qu'on a donnée. Et donc, comment on fait sortir une immobilisation? On doit créditer le compte immobilisation pour la valeur brute, valeur totale, et on doit débiter le cumul des amortissements qui a été réalisé. Par la suite, vu que cette opération, elle porte sur deux éléments qui sont soit de nature différente ou valeur différente, donc cette opération de change est susceptible de réaliser un plus-value ou bien un plus-value ou bien une moins-value. D'accord? Donc, ce qu'on va voir maintenant tout de suite. Voilà. Donc, on a constaté l'immobilisation reçue pour sa juste valeur. Vous voyez là, voilà la juste valeur de bien reçu et de 8 000. Par la suite, on a reçu en trésorerie 4 000, c'est ça, soult reçu en espèces pour 4 000. Par la suite, l'écriture de sortie d'immobilisation, on a dit, c'est de faire sortir, d'annuler les amortissements et d'annuler la valeur brute. Donc ça, notre élément, c'est valeur brute, elle est de 14 000 et l'amortissement pour 4 000. Et donc, amortissement pour 4 000, immobilisation corporelle pour 14 000. Par la suite, total débit, total crédit. Total débit nous a donné 16 000 et total crédit nous a donné que 14 000. Donc, on doit ajouter les crédits pour 2 000. Et le 2 000 là, c'est quoi? Ce sera les produits nets sur cession d'immobilisation. D'accord? Supposons que l'immobilisation corporelle, là, on a trouvé donc le total de crédit, plutôt, là, on a trouvé 16 000, là, on a trouvé 18 000. Et donc, en ce moment-là, on doit constater plutôt une charge nette sur cession d'immobilisation pour 2 000 dinars. D'accord? Là, c'est l'échange d'immobilisation chez l'entreprise A. Donc, l'entreprise A, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a reçu de l'espèce, elle a reçu une immobilisation B pour une valeur de 8 000, elle a donné son immobilisation, elle a réalisé un plus-value. Maintenant, le B. Le B, qu'est-ce qu'elle a fait, le B? Le B, aussi, c'est une opération de change sur des éléments non pas de même nature, de valeur. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Tout d'abord, elle va constater l'immobilisation reçue de A. Donc, elle a reçu l'immobilisation A pour quelle valeur? Pour sa juste valeur qui est 12 000. D'accord? Donc, on va débiter le compte immobilisation A pour 12 000. Par la suite, la société B, elle a donné de l'argent à l'entreprise A. Donc, il en a sorti de l'argent. Donc, on va créditer le compte 5 trésorerie pour 4 000. Par la suite, l'entreprise B, elle a donné son immobilisation à l'entreprise A. Donc, on doit faire constater la sortie de l'immobilisation de chez B. Comment on constate la sortie? En fait, on va créditer l'immobilisation et on va débiter le cumul des amortissements. Donc, la valeur brute de l'immobilisation, il est 18 000 et le cumul des amortissements, il est 8 000. Et voici l'écriture. Donc, la même chose, nous allons constater une immobilisation corporelle pour sa juste valeur, qui est 12 000. Le voilà. Et les 12 000, voilà, juste valeur, et les 12 000. Par la suite, nous avons constaté la trésorerie décaissement pour 4 000. Et ensuite, on a constaté l'immobilisation, la sortie pour 18 000, qui est sa valeur. Voilà, sa valeur brute, 18 000. Et amortissement pour 8 000. Donc, on a constaté l'amortissement pour 8 000. Par la suite, on a fait total débit, total crédit. Total crédit égal à 22 000. Total débit est égal à 20 000. Et donc, nous avons constaté une perte sur cession. Et ça, c'est normal, en fait. L'entreprise B, la première entreprise, elle a réalisé un gain pour 2 000. Et certainement, l'entreprise B, elle va réaliser une perte pour 2 000. D'accord? Très bien. Est-ce qu'il y en a des questions concernant donc l'opération d'échange qu'on a vue maintenant et concernant cet exercice qu'on a vu? Est-ce que c'est clair? Donc le principe, c'est quoi? Opération d'échange, comme je vous ai dit, surtout la difficulté, c'est lorsque les deux éléments ne sont pas de même nature ou de même valeur. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire entrer l'immobilisation reçue. L'immobilisation, objet de l'échange. Pour quelle valeur? Pour sa juste valeur. Ça, c'est la première des choses.
Par la suite, on va voir, est-ce que nous avons donné de l'argent ou bien nous avons reçu de l'argent, contrepartie cet échange. Si nous avons reçu de l'argent, on va débiter le compte trésorerie. Si nous avons donné de l'argent, on va créditer le compte trésorerie. Très bien. Ça, c'est la deuxième opération. Troisième opération, on doit constater l'opération de sortie de l'immobilisation qu'on a donnée. Comment on constate la sortie de l'immobilisation qu'on a donnée? On va créditer le compte immobilisation pour sa valeur initiale, sa valeur brute, et on va débiter le cumul des amortissements pour le cumul des amortissements qui étaient constatés. Par la suite, on va voir total débit, total crédit. Donc, si le total débit dépasse le total crédit, et donc c'est une opération, donc on va rajouter une opération de plus-value sur cession, donc produit net sur cession. Et si en fait les produits dépassent les charges, donc on est obligé à constater une charge supplémentaire pour équilibrer l'écriture, et donc on va constater charge nette sur cession des immobilisations. Très bien. Je pense maintenant que c'est clair. On va passer à l'étape suivante qui concerne la décomptabilisation des immobilisations corporelles. Décomptabilisation d'immobilisations corporelles. On va parler quand on décomptabilise. On va parler comment calculer le gain et les pertes et la comptabilisation de la décomptabilisation. D'accord? Très bien. Quand décomptabiliser une immobilisation corporelle est décomptabilisée, à sa sortie, ou lorsque aucun avantage économique futur n'est attendu de son usage ou de sa disposition. Là, c'est la différence et la nouveauté de la norme internationale. Auparavant, la décomptabilisation est essentiellement réalisée par la vente, par la sortie de l'immobilisation. Une immobilisation qui a été sortie, qui a été vendue, en ce moment-là, on fait la décomptabilisation, c'est-à-dire on constate la sortie de cette immobilisation de l'actif. Mais la norme, qu'est-ce qu'elle a ajouté? Elle a dit ou lorsque aucun avantage économique futur n'est attendu. Là, en fait, pour se conformer à la norme de reconnaissance, à la condition de reconnaissance de l'immobilisation, on a dit qu'on ne reconnaît une immobilisation si et seulement si les deux conditions cumulatives se justifient. La première condition, que les avantages, que l'immobilisation, elle va générer des avantages économiques futurs. Deuxième condition, que le coût de l'immobilisation soit mesuré d'une façon fiable. Et donc, lorsque les avantages économiques futurs ne sont plus attendus, c'est-à-dire on a une machine, mais qui est obsolète, on a une machine qui est en panne, sa valeur comptable, il est encore positif, mais elle n'est plus réparable, c'est-à-dire elle ne peut plus générer des avantages économiques futurs. Et donc, la norme, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous devez décomptabiliser cette immobilisation. Vous ne devez pas la laisser dans vos actifs parce qu'elle n'est plus capable de générer des avantages économiques futurs et pour refléter la situation réelle de l'entreprise. Ce n'est pas la peine de gonfler l'actif d'une société par des immobilisations non utilisées. D'accord? Donc, une immobilisation qui n'est pas capable de générer des avantages économiques futurs, on ne doit pas l'inclure dans les actifs de l'entreprise. Et point, c'est tout. D'accord? Donc, la décomptabilisation, deux sorties, deux possibilités, soit la sortie par la vente, soit il n'y a plus d'avantages économiques futurs attendus pour cette immobilisation, et donc on doit la faire sortir de l'immobilisation. Exemple pratique, vente d'une machine ou mise en rebut d'un équipement obsolète. Calcul du gain et de la perte. Chaque opération de vente d'une obligation, certainement, elle va générer soit un gain, soit une perte. Et la perte, c'est par rapport à quoi? C'est la différence entre le prix de vente et la valeur nette comptable de l'immobilisation, c'est-à-dire la valeur brute, moins le cumul des amortissements. Supposons que j'ai un matériel de transport dont la valeur brute est de 10 000, il a été amorti pour la moitié, donc 5 000, et donc sa valeur nette comptable est de 5 000. Et j'ai vendu ce matériel de transport pour 7 000. Donc la valeur nette comptable est 5 000 et j'ai vendu à 7 000. Donc j'ai réalisé un plus-value sur scission.
Contrairement, si je l'ai vendu à 4 000 alors que la valeur nette comptable c'est 5 000, c'est comme si j'ai réalisé une perte de 1 000 euros suite à l'opération de vente de cette machine. D'accord? Donc, comptabilisation de la décomptabilisation. Donc, suppression de l'actif, on va éliminer la valeur comptable de l'actif de bilan, c'est-à-dire on va créditer le compte immobilisation et on va débiter le compte des amortissements cumulés. Et par la suite, reconnaissance des gains et des pertes, on va comptabiliser si on a un gain ou perte sur cette opération d'échange. Exemple pratique, pour la vente de machines, débiter le compte immobilisation corporelle pour 5 000, créditer le compte de trésorerie pour 7 000 et créditer le montant de gain ou la perte sur cession pour 2 000. D'accord? Donc la différence entre le montant reçu et la valeur nette comptable, ça peut constituer une perte comme ça peut constituer un gain sur l'opération de scission. L'écriture comptable, voilà. Donc en cas de vente avec moins-value, vente avec moins-value, c'est-à-dire la valeur nette comptable de l'immobilisation elle est 7 000 et nous l'avons vendue pour 5 000. Et donc au niveau de trésorerie, c'est 5 000. L'amortissement, par exemple, pour l'essentiel, c'est le cumul d'amortissement et l'immobilisation corporelle pour sa valeur brute, sa valeur initiale. Et s'il y en a une perte, on va la constater dans le compte 636, charge nette sur cession. D'accord? Ça, il y en a une opération de perte. Ça, pour les distinguer. Donc, si l'on a moins-value, on va le constater dans le compte 636, charge nette. Si l'on a un plus-value, on va le constater dans le compte produit net sur cession. Informations à fournir, ça c'est la dernière partie au niveau de la norme, c'est les informations à divulguer concernant les immobilisations. Et ça, en fait, on va le trouver dans chaque norme. Ça, c'est le minimum des informations à communiquer. Et ça, c'est dans un objectif de standardiser les informations à fournir dont à propos des états financiers. Et donc, ces informations-là, c'est le minimum qu'on doit le communiquer aux associés, communiquer dans nos états, dans notre rapport et dans nos états financiers. Donc, les notes aux états financiers doivent comprendre essentiellement ces quatre éléments. La politique comptable pour l'évaluation des immobilisations, mouvement des postes des immobilisations, c'est-à-dire les entrées et les sorties, les acquisitions et les ventes, les engagements futurs et les immobilisations en cours. C'est quoi politique comptable? En fait, on va faire une description des politiques comptables d'adoption pour l'évaluation des immobilisations corporelles, y compris les méthodes d'amortissement et la durée de vie utile estimée. Donc, pour chaque catégorie, on va faire une description de la politique comptable. Comment on évalue l'élément, comment on fait l'amortissement, et ainsi de suite. Exemple pratique, divulgation de l'adoption de la méthode de l'amortissement linéaire pour le matériel de bureau avec une durée de vie de 5 ans. Mouvement des postes d'immobilisation. Donc, une analyse des mouvements dans le poste d'immobilisation corporelle pendant la période, y compris les acquisitions, les cessions, les réévaluations et les dépréciations. Tout ça, en fait, on va le trouver dans le tableau d'amortissement qu'on va le réaliser la prochaine séance. D'accord? Ça, tout ce qui est mouvement, on va les réaliser, on va les trouver au niveau de tableau d'amortissement. Les engagements futurs. Vous voyez, en fait, même les engagements futurs, c'est-à-dire les engagements qui n'existent, qui ne sont pas décrits dans la comptabilité actuelle, mais en fait, il s'agit d'engagements, par exemple, l'année prochaine, l'entreprise, elle va acquérir 12 mélibus, par exemple. Donc, information sur les engagements futurs pour l'acquisition d'une mobilisation corporelle non encore comptabilisée. Exemple pratique, divulgation d'un contrat signé pour l'achat d'équipements supplémentaires pour le montant total de 10 000. En fait, il n'y a pas de bon de commande ni rien, mais en fait, on doit constater cet engagement futur. Immobilisation en cours. Aussi, parmi les éléments des informations à fournir, ce sont les immobilisations en cours. Donc, on va détailler les immobilisations corporelles en cours de construction ou de développement qui ne sont pas encore prêtes à être mises en service.
mentionner les dépenses engagées pour la construction d'un nouvel bâtiment de production, non encore achevé à la clôture de l'exercice. Dernière partie, c'est tableau comparatif entre la norme comptable 5 et l'IAS 16, la norme internationale 16. Donc, si vous voyez, en fait, vous allez conclure que les deux normes sont pratiquement identiques. Donc, que ce soit au niveau de la définition, que ce soit au niveau de reconnaissance, ou bien l'évaluation initiale, c'est vraiment très similaire ou très similaire ou identique. Donc, il n'y a pas de divergence entre les deux éléments. D'accord? On va s'arrêter là parce qu'on a commencé un peu en retard. Essayez d'être présent pour la prochaine fois, en fait, à partir de 20h30 pour qu'on arrive donc à terminer 22h30 pour ne pas dépasser les 22h30. Donc, essayez d'être présent à 20h30 pour Tunisie. Demain, je vous envoyer l'enregistrement et je vous envoyer en fait ce document-là qu'on vient de terminer. La prochaine fois, on verra les travaux qu'on va réaliser en extra-comptable pour s'assurer des calculs que nous avons réalisés et pour s'assurer que notre comptabilité ne comporte pas des aberrations significatives. D'accord? Si vous n'avez pas de questions, je vous souhaiterais donc bonne soirée et j'espère vous voir donc le mardi prochain, Inch'Allah. Est-ce que vous avez des questions concernant les éléments de cette séance? Tout est clair? Très bien. Si tout est clair, excellent. Je vous souhaite donc bonne soirée. Je souhaiterais vous voir donc le mardi prochain pour continuer avec notre apprentissage. Et comme je vous ai dit, on va voir un document très important, un document Excel qui va nous permettre vraiment de justifier nos comptes et justifier notre comptabilité et s'assurer que la comptabilité ne comporte pas des erreurs significatives. Et donc, c'est un outil de taux contrôle qui va nous permettre de se préparer aux visites de commissaires aux comptes. Donc, je vous souhaite encore une fois donc, bonne soirée et à la prochaine séance, Inch'Allah. Merci beaucoup d'être là ce soir. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir.